C'est quoi le problème? Lino Baco et Faisal Tadlaoui invitent des pros tous les matins pour répondre à vos questions. C'est quoi le problème? Il y en a pas, surtout quand on le voit pas. Hein. C'est les problèmes invisibles qui peuvent vous sembler inexistants parce que vous y êtes pas confrontés. On va parler de la cybersécurité à l'ère du Covid, enfin à l'ère de la Covid. Faut dire la Covid, bien évidemment, mais j'y arrive pas. On va parler de cybersécurité, du niveau d'attaque qu'on peut subir au Maroc, mais dans le monde entier, et surtout qu'est-ce qui est fait. Est-ce que nous, on va dire particulier, est-ce que nous aussi on peut faire l'objet d'attaques? On est tous ultra connectés avec nos téléphones, nos smartphones et n'importe quel type de population, parce qu'on voit la quantité et le taux de pénétration des smartphones au Maroc, ça dépasse les 100%. Donc c'est ça le truc. Il y a plus de smartphones que de Marocains. D'habitants. Non, mais que même de Marocains, même des bébés, quoi. C'est ça le truc. Et alors, tous ces objets connectés, voilà, on peut se poser la question, c'est autant de points d'entrée pour des cyberpirates, des hackers. Des problèmes de fibres. Quoi? D'où les problèmes de fibres. Non, on parle pas de tes problèmes de digestion, Lino. Donc, voilà. Ah ouais? Oui. Comme ce sont des techniciens, est-ce qu'elle marche, votre fibre? Mais c'est pas des techniciens. Parce que la mienne. Mais non, Lino, c'est pas des installateurs de fibres. Non, mais, mais attends, s'ils ont pas de fibre, comment qu'ils travaillent? Non, mais ça, c'est autre chose. Ils ont pas la fibre. Ça marche très bien chez moi. La fibre? Oui. Bon, 8h45, c'est quoi le problème? Vous nous appelez 0522 226 226 0522 226 226. On parle de cybersécurité aujourd'hui. Alors. C'est quoi le problème? Lino Baco et Faisal Tadlaoui invitent des pros tous les matins pour répondre à vos questions. Et avec nous pour répondre à vos questions sur la cybersécurité, on a Rabia Hamzaline qui est directeur technique de Data Protect, expert en cybersécurité, et Younes El Abbassi, directeur de l'ingénierie d'une start-up fintech, lui aussi la cybersécurité, ça le connaît. Comment ça va? Très bien. Tout va bien? Ouais. Très bien. Très bien. Merci. Alors merci d'être venu aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet qui, on va dire, voilà, quand on parle avec les gens, c'est pas un truc dont on parle dans les soirées nécessairement. C'est juste on entend aller, t'as vu, il y a une banque qui s'est fait attaquer, etc. Mais alors c'est juste le ultra petit sommet de l'iceberg, parce que toutes les organisations, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient privées, subissent des attaques sur leurs données, et surtout, faut pas le dire, parce que il faut pas avouer que on a subi des attaques alors qu'il y en a tous les jours. J'ai des chiffres sous les yeux. Premier trimestre 2020. Et alors attends, c'est le premier trimestre, donc c'est avant le Covid. Avant le Covid, on est à 4,83 millions d'attaques dans le monde. 4,83 millions d'attaques dans le monde. Avant le Covid. Et nous, la question, c'est justement de savoir, en passant période de Covid, donc branle-bas de combat, les entreprises qui pouvaient faire du télétravail, elles envoient tout le monde chez eux. Et puis, il y en a qui se connectent au système d'information avec leur smartphone, qui se connectent avec même la tablette de leur gosse, ou alors qui se connectent avec leur tablette et puis leur gamin qui prend la tablette et qui commence à jouer alors que lui, il vient de se connecter au système d'information de la boîte. Non mais c'est vrai. Et ça, c'est autant de points d'entrée, et j'imagine qu'ils ont dû s'en donner à cœur joie en termes de cyberattaque. Est-ce que je me trompe en disant ça en guise d'introduction? Younes? Pas du tout. Les chiffres augmentent tous les jours depuis plusieurs années. La capacité des hackers à multiplier le nombre d'attaques de façon exponentielle est quelque chose qu'on reconnaît maintenant, et qui fait la difficulté de certaines protections. Ce qu'il y a aussi, c'est que, au fait, ces cyberattaques existaient depuis tout le temps. Oui. C'est juste que maintenant, les hackers ont trouvé de nouveaux moyens de rentabiliser leur attaque, et ils s'attaquent à tout le monde. Donc avant, on ciblait les postes des utilisateurs, donc les messieurs tout le monde, en plus des entreprises. Et l'objectif, le gain, c'était juste quelques dizaines de centimes d'euros pour louer la machine pour faire des attaques par rebond. Maintenant, c'est des centaines de dollars, voire plus. Donc l'appât du gain est le plus important, et donc tout le monde devient plus ciblé. Mais c'est quoi le business model des hackers? Parce que il y a, c'est-à-dire il y a ceux qui vont se faire du pognon. Bon, j'imagine c'est le truc. Il y a ceux qui sont commandés pour aller
on va dire mettre en panne comme ce qu'on voit dans les films, tu sais, d'espionnage, etc. Mais j'imagine que ça c'est quand même un peu plus rare, mais ça fait partie de guerres cybernétiques finalement. Mais prenons le hacker qui on va dire fait ça pour gagner du pognon. C'est quoi le business model? C'est plus des ransomware que autre chose, c'est quoi? Vous avez bien utilisé le bon terme. C'est un business model, c'est toute une industrie bien organisée maintenant, avec beaucoup de spécialisation. Nous, on le rencontre au quotidien. C'est-à-dire, on va trouver des personnes, compétentes qui vont développer les outils, des personnes qui vont les revendre, donc tout un réseau de commercialisation, des personnes qui vont les exploiter, des personnes qui vont aller retirer l'argent. C'est vraiment une industrie très développée avec de la spécialisation et une industrie quand même assez attractive pour les talents, pour les compétences au niveau mondial. C'est dingue. On parle. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un secteur. Voilà, il y a beaucoup de débouchés dans le secteur du hacking. Venez, voilà. Non mais c'est malheureusement. dingue, hein. Malheureusement, donc la fiction rattrape la réalité et c'est souvent dans des pays où il n'y avait pas un contrôle législatif assez strict. On commence à voir émerger ces spécialisations-là. Donc, on parlait classiquement de Russie. Donc, maintenant, c'est aussi l'Afrique, c'est tout l'Amérique du Sud, l'Asie de l'Est. On commence à voir émerger donc cette industrie-là qui est persistante et qui fait son business au même titre que les autres activités. Alors, qu'on comprenne, il y a quoi comme type d'attaque? Je suis en train de lire, hein, moi je suis pas spécialiste. Il y a le phishing, il y a les ransomware et il y a les attaques DDoS. Est-ce que vous pouvez nous, s'il y en a d'autres, vous me dites, hein, mais c'est les principaux types d'attaques? Il y en a beaucoup des attaques différentes. Celles-là sont celles qui représentent peut-être 80% des attaques aujourd'hui. Une attaque, ça veut d'abord dire qu'est-ce qu'on attaque. On attaque soit l'intégrité d'une donnée, soit l'accessibilité de cette donnée, donc, de ne plus permettre à l'utilisateur d'utiliser cette donnée. On bloque le système, quoi. Voilà. Et on lui dit, tu veux accéder à ton système, paye-moi, c'est ça. Voler les données et ne plus permettre à quelqu'un d'accéder à ces systèmes, ça fait des pertes énormes pour les entreprises et les organisations. Et ces attaques, bien qu'elles soient diverses, elles ont toutes le même but qui est financier. Donc attaquer une entreprise pour ne plus lui permettre à ses utilisateurs d'accéder à ses serveurs, en soi ça rapporte pas d'argent. Il faut avoir un leitmotiv derrière. Donc soit un commanditaire, soit des concurrents souvent qui peuvent être dans ce genre de système et donc le bénéfice final est toujours financier. Effectivement, donc hormis tout ce qui est attaque soi-disant étatique et tout, on va pas s'attarder sur ces sujets-là d'espionnage, entre autres, mais généralement, donc les attaquants, ils vont chercher à fructifier leur effort, leur investissement. On a en face des attaquants qui vont acheter des solutions, qui vont investir, donc ils vont chercher à fructifier leur investissement, à gagner de l'argent. Maintenant, en fait, ce qu'on voyait auparavant, c'est que c'était focalisé sur les entreprises, sur les institutions financières, sur les opérateurs télécoms. On essayait d'attaquer pour prendre la main sur un système et réaliser un transfert d'argent, récupérer l'argent. Donc, et classiquement, c'était ces organismes-là qui étaient ciblés. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on peut aussi monétiser cet accès sur le poste utilisateur lambda à travers notamment les ransomware. C'est juste une autre façon d'exploiter les mêmes vulnérabilités. Et les gens payent. Alors, ransomware, juste pour que les gens qui nous écoutent, c'est que voilà, je schématise, excusez-moi, hein, je fais vraiment premier degré de compréhension. Je vous envoie alors pas un programme, mais en tout cas, je fais en sorte que vous n'ayez plus accès à vos données, ou je vous menace d'altérer vos données. Vous me dites, tu me payes, hop, et je te redonne l'accès. En gros, c'est ça. Généralement, c'est un virus qui crypte les données de l'ordinateur avec une clé. Et seul le pirate a la clé de décryption et vous vend la clé de décryption avec selon un montant. Est-ce que les gens payent? Il faut savoir quel est le montant à payer. Donc si on vous demande à vous de payer $5, vous les payerez peut-être. Ça sera plus simple que d'aller essayer de débloquer le problème autrement. Et tu sais pas ce que je fais moi après la radio. Si je te le dis, je suis obligé de te tuer. Mais généralement le prix est le problème. Et les hackers ou les gens qui vont faire ces types d'attaques via des ransomware vont
essayer de trouver le juste prix pour que la victime paye. Et donc, selon les organisations les plus différentes. Il y a de la négociation. C'est-à-dire que voilà. C'est après, ils vont mettre un prix psychologique, ils vont faire une étude de marché. Tu sais, lui, on va lui faire payer. C'est dingue. On a Mohamed de Casa au téléphone. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je voudrais parler éventuellement d'une chose, c'est que est-ce que ces hackers J'ai deux questions. Est-ce que ces hackers, on peut pas les utiliser pour bien sécuriser certaines choses ou certains organismes ou certains systèmes dont des organismes s'en servent? Et ma deuxième question, c'est est-ce que ce hacker, quand il n'est pas appelé ou recruté par ces organismes et qu'il a la façon de pouvoir se faire de l'argent, est-ce que c'est un peu c'est pas ça qui pousse au hacking? Parce qu'on a des têtes vraiment pensantes qui savent faire des choses, mais par la suite qui n'ont pas eu leur chance. Donc du coup, c'est pour cela qu'ils vont voir un peu ce qu'ils peuvent ramener avec du hacking. Donc, ok, voilà. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Alors les deux questions. Un, ça aussi c'est le grand fantasme, mais qui est aussi de la logique même.